Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous allons voir l'isométrie affine du plan euclidien. Donc c'est dans le plan qu'on va aborder l'isométrie affine. Dans l'espace vectoriel, dans les cours précédents, on a vu l'isométrie vectorielle. Donc aujourd'hui, dans l'espace affine, nous allons voir l'isométrie affine. Donc voici le grand titre, isométrie affine du plan euclidien. Donc une isométrie affine du plan euclidien, c'est une application affine dont l'endomorphisme associé est une isométrie vectorielle. Donc si on a une application affine et en regardant bien l'expression analytique de cette application affine, vous voyez que l'endomorphisme associé, c'est une isométrie vectorielle. Et bien déjà, vous pouvez dire que vous avez une isométrie affine. Donc on présente l'organigramme d'une isométrie affine. Voilà donc en détail. Lorsqu'on a l'isométrie vectorielle qui est associée à l'isométrie affine. L'isométrie vectorielle qui est associée à l'isométrie affine. Si cette isométrie vectorielle est positive, on dit que l'isométrie affine est un déplacement. Si l'isométrie vectorielle associée est négative, on dit que l'isométrie affine est un antidéplacement. Donc je dois vous dire, il ne faut pas confondre l'antidéplacement avec l'isométrie. Il ne faut pas confondre l'antidéplacement avec l'isométrie. Donc, l'isométrie pourrait être un antidéplacement, c'est lorsque l'isométrie vectorielle associée est négative. Il ne faut pas confondre également l'isométrie avec le déplacement. L'isométrie peut être un déplacement, c'est lorsque l'isométrie vectorielle associée est positive. Donc, on peut dire par conséquent qu'un déplacement est une isométrie, mais l'isométrie n'est pas nécessairement un déplacement. Un antidéplacement est une isométrie, mais une isométrie n'est pas nécessairement un antidéplacement. Voici un organigramme qui présente l'isométrie affine dans le plan euclidien de façon générale. L'isométrie affine du plan euclidien peut être soit un déplacement ou un antidéplacement. Lorsque c'est un déplacement, donc on dit que l'isométrie vectorielle associée doit être toujours positive lorsque c'est un déplacement. Mais pour l'espace vectoriel, lorsqu'on a l'isométrie vectorielle positive, on dit que ça se nomme toujours rotation vectorielle lorsqu'on est dans l'espace vectoriel. Mais pour l'espace affine, on pourrait avoir soit la translation, la translation ou la rotation. Donc pour l'espace affine, on pourrait avoir soit une translation, soit une rotation. Donc parce que lorsque l'isométrie vectorielle associée est positive, eh bien on pourrait trouver le cas d'une application identique. Par exemple, une isométrie vectorielle dont la matrice associée c'est 1, 0, 0, 1, donc ça représente une isométrie vectorielle positive. Ça joue le rôle d'une rotation vectorielle, mais en particulier, ça c'est l'application identique que ça donne dans l'espace vectoriel, c'est l'identité. Ou encore la translation vectorielle. C'est une translation vectorielle. Et bien maintenant, si on est dans un déplacement dans le plan euclidien, si on a un déplacement, ce déplacement-là pourrait être soit une translation ou une rotation. C'est ce que disent les mathématiciens. Le déplacement pourrait être soit une translation ou une rotation. Quand c'est une translation, on ne va pas avoir de point invariant. Quand c'est une translation.
Mais quand c'est une rotation, on va avoir un unique point invariant. Ok, donc lorsqu'on a un déplacement qui n'a pas de point invariant, c'est une translation. Un déplacement qui a un unique point invariant, c'est une rotation. Ok, donc on pourrait avoir une translation qui possède une infinité de points invariants. C'est le cas de l'application identique. Ok? C'est le cas de l'application identique. Mais de façon générale, on dit que la translation n'admet pas de points invariants. Ok? Mais pour la rotation, ça admet toujours un unique point invariant. C'est le cas du déplacement. Mais pour l'antidéplacement, on a déjà vu ce cas dans les nombres complexes. L'antidéplacement pourrait être soit une symétrie axiale qui admet au moins un point invariant, soit une symétrie glissée qui n'a pas de point invariant. Ok, donc ainsi va-t-on pouvoir identifier, ok, toutes les isométries. Ok, donc l'isométrie qui est un déplacement joue le rôle d'une similitude directe. Ok, dont où module de A, ok, qui est le coefficient de Z, donne 1. L'isométrie, qui est un antidéplacement, joue le rôle d'une similitude indirecte, ok, où A, qui est le coefficient de Z bar, a pour module 1. Ok, pour la similitude directe, module de A donne 1, coefficient de Z donne, le module du coefficient de Z donne 1. Pour la similitude indirecte, le module du coefficient de Z bar donne 1. Ok, dans les deux cas, que l'on ait le déplacement ou l'antidéplacement, c'est module de A égale à 1. Donc vous voyez que l'isométrie, c'est le cas module de A égale à 1 pour la similitude directe ou indirecte. Ok, donc c'était tout pour la présentation des notes. Ok, donc si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Donc c'est bien Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Voici un exercice d'application sans perte de temps. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé origine. On considère l'application f de P dans P définie par x' est égal à 1 demi facteur de x racine carrée de 3 plus y plus 3 moins racine carrée de 3. Y' est égal à 1 demi facteur de moins x plus y racine carrée de 3 moins 1 plus racine carrée de 3. Maintenant, petit a, quels sont les points invariants par f? B, montrer que f est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. Ok, donc ce sont ces deux questions-là que nous allons traiter, ces deux parties-là que nous allons traiter dans l'exercice du cours d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager, ok, dans le travail que j'effectue. Maintenant, pour la première partie, on demande de trouver les points invariants par f. Eh bien, vous savez déjà comment se faire. Eh bien, on doit poser x' égale à x, y' égale à y. Puisqu'on a une application affine, eh bien, pour trouver l'ensemble des points invariants par cette application affine, il suffit de poser x' égale à x, y' égale à y, puisqu'on est dans le plan, en dimension 2. Eh bien, on fait cela dans le système, ok, dans l'expression analytique de f. Et maintenant, nous multiplions chaque membre de chaque équation par 2. C'est pourquoi on a 2x égale à x racine carrée de 3 plus y plus 3 moins racine carrée de 3. Deuxième équation, 2y est égal à moins x plus y racine carrée de 3 moins 1 plus racine carrée de 3. Maintenant, nous transposons 2x moins x racine carrée de 3. Eh bien, on va avoir, avec 2x moins x racine carrée de 3, on va avoir 2 moins racine carrée de 3 par x. Et ensuite, on transpose y moins y égale à 3 moins racine carrée de 3. Pour cette partie, on fait la même chose. On transpose moins x qui devient x, 2y, et on rapproche y racine carrée de 3. En transposant ça donne moins y racine carrée de 3. Eh bien, on va avoir 2 moins racine carrée de 3 par y. Ok? Ok, maintenant dans le premier membre et dans le second membre, ça donne moins 1 plus racine carrée de 3. Donc ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus, x et y.
À présent, pour trouver x, je prends le soin d'éliminer y en multipliant la première équation par 2 moins racine carrée de 3 et je laisse la deuxième équation telle qu'elle était. Eh bien, en multipliant la première équation par 2 moins racine carrée de 3, ça donne 2 moins racine carrée de 3x par 2 moins racine carrée de 3 qui donne 2 moins racine carrée de 3 au carré par x moins y par 2 moins racine carrée de 3 qui donne moins facteur de 2 moins racine carrée de 3y égale à 3 moins racine carrée de 3 par 2 moins racine carrée de 3. Maintenant, on ajoute ça avec la deuxième équation. On développe 2 moins racine carrée de 3 au carré, c'est a moins b au carré. C'est le premier au carré qui donne 4, moins 2 fois le premier par le second qui donne moins 4 racine carrée de 3, plus le second au carré qui donne 3. Maintenant, on a 4 moins 4 racine carrée de 3 plus 3 par x, moins facteur de 2 moins racine carrée de 3 par y, 2 moins racine carrée de 3 par y à nouveau. Donc, on fait la somme, ça donne 0. Donc, c'est seulement les termes en x qui nous restent. Eh bien, on a 4 moins 4 racine carrée de 3 plus 3 par x plus x égale au produit de 3 moins racine carrée de 3 par 2 moins racine carrée de 3. Ça donne 6 moins 3 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3 plus 3 moins 1 plus racine carrée de 3. Maintenant, nous réduisons. 4 plus 3, ça donne 7. C'est 7 moins 4 racine carrée de 3 pour cette expression. Et on a un x. Cette expression en x, donc on prend le coefficient qui s'ajoute avec ce coefficient qui est 1. Eh bien, c'est pourquoi nous mettons 7 moins 4 racine carrée de 3 plus 1 par x égale à cette partie. 6 plus 3, 9, moins 1, 8. Moins 3 racine carrée de 3, moins 2 racine carrée de 3, ça donne moins 5 racine carrée de 3, plus racine carrée de 3 qui donne moins 4 racine carrée de 3. Donc, voyez bien. Donc, à présent, on a 8 moins 4 racine carrée de 3 par x est égal à 8 moins 4 racine carrée de 3. Donc, sans perdre de temps, nous pouvons remarquer que on a 8 moins 4 racine carrée de 3, 8 moins 4 racine carrée de 3. Si on tire x, assurément, on va avoir x égale à 1. Ok, donc c'est la valeur de x. Maintenant, pour trouver y, ce qu'on fait, sans perdre de temps, on porte la valeur de x dans l'une des équations. Et moi, je porte cette valeur dans la première équation. Suivant la première équation, on a 2 moins racine carrée de 3 par x moins y est égal à 3 moins racine carrée de 3. Nous remplaçons x par sa valeur. Ça donne 2 moins racine carrée de 3 par 1 moins y égale à 3 moins racine carrée de 3. Nous transposons y et nous transposons 3 moins racine carrée de 3. Ça donne 2 moins racine carrée de 3 moins 3 plus racine carrée de 3 égale à y. Je transpose moins y au second membre et 3 moins racine carrée de 3 au premier membre. Donc ça donne moins 1. 2 moins 3 donne moins 1. Moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, ça donne 0. On trouve y égale à moins 1. On connaît x, on connaît y. Et bien en conclusion, l'ensemble des points invariants par f, c'est INVF que je mets en abrégé égal à l'ensemble 1 moins 1. Donc, on a un seul couple, ok? Et dans cet ensemble, c'est le couple 1 moins 1, ok? C'est-à-dire le couple XY 1 moins 1. Maintenant, pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on nous demande de prouver que F, de montrer que F est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. Ok, d'abord, suivant l'organigramme que je viens de vous présenter dans la théorie, nous avons vu que lorsqu'on a une isométrie affine, ok, donc ça pourrait être un déplacement ou un antidéplacement. Lorsque c'est un déplacement, eh bien, ça pourrait être soit une translation ou une rotation. Et nous avons vu que la translation, ordinairement, n'admet pas de points invariants, sinon l'ensemble et les points. Donc, ça va admettre soit 0 point invariant ou une infinité de points invariants, ok, pour la translation. Soit 0 point invariant ou une infinité de points invariants pour la translation. Mais pour la rotation, ça admet toujours un unique point invariant. Eh bien, ce sont ces étapes-là que nous allons respecter. D'abord, nous allons prouver que F est une isométrie affine.
que f est un déplacement, que f est une rotation. OK? Eh bien, d'abord, nous commençons. F, l'écriture analytique, l'expression analytique de f, c'était celle-ci. Maintenant, nous faisons entrer un demi, OK, dans tous les termes. OK, c'est pourquoi on a x prime égale à racine carrée de 3 sur 2 par x, plus 1 demi y, plus 3 moins racine carrée de 3 sur 2. Y prime c'est moins 1 demi x, plus racine carrée de 3 sur 2 par y, plus moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2. OK, ça c'est une nouvelle expression analytique de f. C'est encore la même chose. OK, avec plus de détails. OK, maintenant, supposons que, puisque nous avons appris que toute application affine possède un endomorphisme associé. Supposons que phi, c'est l'endomorphisme associé à f. Eh bien, la matrice de phi, c'est racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi racine carrée de 3 sur 2. OK? Dans le plan vectoriel associé à l'espace affine. OK? Dans le plan vectoriel associé au plan affine qu'on a ici, eh bien, on va avoir la matrice phi, c'est racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi, racine carrée de 3 sur 2, relativement à une base bien fixée. OK, donc, si on a un repère OIJ, donc c'est dans la base IJ qu'on va avoir ça. OK, donc avec le repère OIJ, assurément, la matrice phi dans la base IJ, OK, c'est racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi, racine carrée de 3 sur 2. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, la matrice de phi est de la forme AB moins BA. OK? C'est AB moins BA. Puisque matrice phi donne AB moins BA, où A vaut racine carrée de 3 sur 2 et B vaut moins 1 demi. Et de plus, lorsqu'on fait A carré plus B carré, ça donne 1. OK? Lorsqu'on fait A carré plus B carré, ça donne radical de 3 sur 2 au carré, plus moins 1 demi au carré, qui donne 3 quarts plus 1 quart, soit 4 quarts qui donne 1. Donc, nous pouvons remarquer que la matrice de l'endomorphisme phi associée à f, c'est AB moins BA avec A carré plus B carré donne 1. Donc, cela veut dire que phi est une isométrie vectorielle. Puisque l'endomorphisme phi, OK, associé à f est une isométrie vectorielle, et bien phi, f, puisque phi est une isométrie vectorielle, et bien f est une isométrie affine. Donc on a déjà une information sur l'application f. L'application f est une isométrie affine. Avec plus de précision, lorsqu'on calcule le déterminant de la matrice phi, c'est AB moins BA, on fait le produit descendant qui donne A carré, moins le produit ascendant. Le produit ascendant, c'est moins B carré, et bien en appliquant la règle des signes, moins par moins B carré, on va avoir A carré plus B carré. Puisqu'on a déjà calculé A carré plus B carré qui donnait 1, eh bien, cette matrice phi donne 1. Nous avons appris, lorsqu'on a dans le plan vectoriel euclidien, cette matrice, le déterminant de la matrice de l'isométrie vectorielle, lorsque ça donne 1, on dit que l'isométrie vectorielle est positive. Quand ça donne moins 1, on dit que l'isométrie vectorielle est négative dans le plan vectoriel euclidien. Eh bien, puisque ça donne 1, eh bien, l'isométrie vectorielle associée à f est positive. Eh bien, suivant la note que je vous donnais, eh bien, puisque phi est une isométrie vectorielle positive, l'endomorphisme phi associé à f est une isométrie vectorielle positive, eh bien, on peut dire que f est un déplacement. OK? Donc, ce qui nous permet de dire que f est un déplacement, c'est parce que l'endomorphisme phi est une isométrie vectorielle positive. OK? Eh bien, donc, nous pouvons dire que ici, f est non seulement une isométrie affine, f est un déplacement. Et ce déplacement-là, suivant la partie A, admettait un unique point invariant de coordonnées 1 moins 1. Eh bien, nous avons vu, suivant l'organigramme, quand le déplacement admet un unique point invariant, on dit que ce déplacement-là est une rotation. Eh bien, puisque f admet un unique point invariant, c'est donc une rotation de centre 1 moins 1 qui est l'unique point invariant par f dans θ tel que
matrice phi donne cos θ sin θ moins sin θ cos θ. Cos θ c'est la valeur de A, sin θ la valeur de B. Et bien simultanément, on pose A égale à cos θ qui est racine carrée de 3 sur 2. On a déjà cette valeur. B égale à sin θ qui est moins 1,5. Donc, suivant le tableau des arguments et le tableau qui nous permet de calculer un argument de nombre complexe, on peut trouver une valeur précise de θ ici. C'est moins pi sur 6. Ok, donc, et suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 6 donne racine carrée de 3 sur 2. Mais, puisque le sinus est négatif, eh bien, le tableau des arguments nous permet de prendre θ égale à moins pi sur 6. Ok, donc si vous vérifiez, vous allez voir que cos moins pi sur 6 donne radical de 3 sur 2 et sin moins pi sur 6 donne moins 1,5. Et bien, en conclusion, F est une rotation de 100 oméga 1 moins 1 et donne θ égale à moins pi sur 6. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et vos suggestions également. Ok, donc, si vous avez aimé la vidéo, c'est-à-dire, si mes explications vous ont plu, je vous demande de bien aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et à la prochaine.